Bienvenue dans ce décryptage où l'on va s'attaquer à l'un des débats les plus anciens mais honnêtement les plus fascinants de la pensée humaine, la relation entre ce qu'on reçoit à la naissance et ce qu'on construit par la suite. D'un côté, on a notre nature, c'est-à-dire notre environnement biologique et nos instincts bruts, et de l'autre, la culture, cet immense édifice de savoir, de coutumes et de règles que l'humanité a mis sur pied de toutes pièces. Allez, on plonge directement là-dedans pour voir comment ces deux forces s'affrontent et s'entremêlent pour définir qui l'on est vraiment. Mais avant même d'aller plus loin, posons-nous la vraie question de fond. Est-ce que c'est seulement possible de séparer nos instincts purement biologiques de notre programmation sociale? Quand on observe une action humaine au quotidien, quelle est la part exacte du biologique et quelle est la part du culturel? C'est le cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Essayez de démêler ce qui, à première vue, semble totalement indémêlable. Pour y voir plus clair, on va décortiquer tout ça étape par étape. 1. Définir la nature et la culture. 2. L'humain bioculturel. 3. Diversité et ethnocentrisme. 4. Le mythe de l'état de nature. Pour finir sur le point 5, l'illusion de la nature humaine. C'est parti. On commence donc avec notre première partie, définir la nature et la culture, ce qu'on appelle souvent le grand partage. L'idée ici, c'est de tracer une ligne super nette entre l'univers biologique dans lequel on est plongé à la naissance et le monde artificiel concret de toutes pièces. C'est la base de cette fameuse dichotomie. Alors, selon le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss, la différence repose sur une symétrie absolue. En gros, c'est assez simple. Tout ce qui est universel et spontané chez l'être humain, eh bien, c'est la nature. C'est l'inné, ce qui se transmet par l'hérédité et nos gènes, sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. En revanche, tout ce qui est régi par des normes, des règles, ce qui varie d'un groupe à l'autre, ça, c'est la culture. L'acquis, l'artificiel. Et c'est l'éducation qui sert de pont entre les deux. La frontière a l'air parfaitement claire, non? Mais la réalité humaine est-elle vraiment aussi binaire? Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'humain bioculturel et ses frontières floues. Parce que bon, un acte purement naturel ou purement culturel, est-ce que ça existe vraiment chez nous? Eh bien, la réponse courte, c'est non. La réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Et le philosophe Blaise Pascal l'avait d'ailleurs brillamment résumé avec cette citation assez saisissante: La coutume est une seconde nature qui détruit la première. C'est fort parce que ça montre bien l'espèce de mutation croisée entre les deux concepts. Une expérience culturelle imposée par la société, à force d'être répétée, finit par s'ancrer tellement profondément qu'elle se transforme en un véritable réflexe instinctif. Ce qui était acquis au départ se met à ressembler à s'y méprendre à de l'inné. C'est ce brouillage permanent des pistes qui rend tout ça fascinant. Prenez le penseur Edgar Morin, par exemple. Pour lui, le moindre de nos actes est inextricablement bioculturel. C'est vrai, manger est une urgence biologique absolue, on est d'accord. Mais le faire avec une fourchette, des baguettes ou avec les doigts, ça, c'est une pure construction de la société. Même chose pour le sommeil. On doit dormir, physiologiquement, mais le faire allongé sur un matelas bien douillet relève de la culture. Même quand on chante ou qu'on médite, on utilise notre corps naturel pour exprimer des formes artistiques ou spirituelles complètement acquises. Comme l'expliquait Maurice Merleau-Ponty, essayer de séparer l'humain en une couche nature et une couche culture, c'est absurde. Les deux fusionnent totalement. On passe à la troisième partie, la diversité et l'ethnocentrisme, ou le choc social. Parce que si la culture nous distingue du reste du règne animal, c'est aussi, assez paradoxalement, ce qui nous divise profondément entre groupes humains. En nous forgeant une identité commune, elle nous rapproche de nos semblables, mais elle nous sépare des autres. Faut bien comprendre que pour qu'une culture survive, elle doit impérativement se transmettre. Et pour ça, elle s'appuie sur 4 grands piliers: la famille, l'école, la religion et la société dans son ensemble. C'est ce qu'on appelle l'enculturation. L'anthropologue Jacques Maquet lance un avertissement très clair là-dessus. Si, par accident, une génération n'arrivait pas à transmettre tout ça à la suivante, la société en question disparaîtrait, purement et simplement. Maintenir cette stabilité culturelle, c'est donc littéralement l'instinct de survie d'un peuple. Le problème, c'est que ce besoin tout à fait naturel de protéger sa propre culture peut prendre une tournure vraiment sombre. C'est là qu'intervient l'ethnocentrisme. En gros, c'est le fait de placer sa propre culture au centre de l'univers et de s'en servir comme seule et unique jauge pour évaluer toutes les autres. Au lieu de faire preuve de tolérance face à la diversité, on juge la différence avec mépris. Historiquement, et André Leroi-Gourhan nous le rappelle bien, c'est ce qui a poussé énormément de civilisations à se considérer comme les seuls vrais humains, en traitant les autres de monstres ou de barbares. Et on sait très bien comment ça a été utilisé pour justifier les pires horreurs, comme le colonialisme. L'enjeu crucial, c'est donc de trouver une issue à ce rejet systématique de l'autre. Des philosophes comme Emmanuel Kant ont beaucoup milité pour un respect mutuel, mais l'une des visions les plus inspirantes à mon sens nous vient de Léopold Sédar Senghor,
avec son concept de civilisation de l'universel. Attention, on ne parle surtout pas d'une uniformisation mondiale fade où tout le monde vivrait exactement pareil. Non, il parle d'une symbiose, d'un grand rendez-vous du donner et du recevoir, où les meilleures valeurs de chaque culture se rencontrent pour construire un universel riche de toutes ces différences. Allez, 4e étape, le mythe de l'état de nature, ou ce qui se passe quand on dépouille la société. Face à la violence de ces chocs culturels, certains philosophes se sont posé une question assez radicale. Et si on enlevait la culture de l'équation? Si on ramenait de l'être humain à son état de nature sauvage, est-ce qu'il serait plus heureux? Et là, on tombe inévitablement sur la théorie de Jean-Jacques Rousseau. Il a beaucoup romancé cette idée. Pour lui, l'homme naturel était une créature profondément innocente, solitaire et oisive, qui ne connaissait ni le bien ni le mal. Selon sa vision, c'est l'arrivée de la vie en société, avec l'invention de la propriété et le culte du paraître, qui a tout corrompu et fait naître l'orgueil et l'inégalité. Dans cette perspective, la nature est perçue comme un paradis perdu, pur et harmonieux. Mais bon, cette vision angélique est loin de faire l'unanimité. En contraste total, Thomas Hobbes et plus tard Sigmund Freud dressent un portrait carrément terrifiant de nos origines. Pour Hobbes, cet état de nature, c'est un cauchemar absolu. C'est la guerre effroyable de tous contre tous, dictée par la pure survie et l'égoïsme, d'où sa célèbre formule « l'homme est un loup pour l'homme ». Freud ajoutera que l'agressivité est une pulsion naturelle surpuissante chez nous. Pour eux, l'état social et la civilisation, avec leurs règles strictes, ne sont pas là pour nous corrompre, ce sont des boucliers vitaux pour échapper à la brutalité animale et ne pas sombrer dans la barbarie. Kant, lui, vient trancher ce débat avec une approche assez brillante. Il nous invite à voir l'état de nature, non pas comme une véritable période historique qu'on aurait perdue, mais plutôt comme un état hypothétique de minorité. En clair, un état où l'on serait dominé par nos instincts aveugles, un peu comme de grands enfants. En créant la culture et le droit, l'humanité passe alors à ce qu'il appelle l'état de majorité, gouverné cette fois par la raison. Il ne s'agit donc pas de regretter un passé lointain, mais de comprendre notre trajectoire vers une existence proprement morale. Ce qui nous propulse directement vers notre 5e et dernière partie, l'illusion de la nature humaine, la page blanche existentielle. Parce que si ça se trouve, depuis le début, ce grand débat historique repose sur une erreur de casting. Et si la fameuse nature humaine n'existait tout simplement pas? C'est là que Jean-Paul Sartre lâche une véritable bombe philosophique avec l'existentialisme. Sa fameuse maxime « l'existence précède l'essence ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie qu'on ne naît pas avec un petit manuel d'instruction préétabli. Il n'y a pas de nature humaine universelle qui nous déterminerait à l'avance. Non, on naît, on apparaît dans le monde, on existe, et ce n'est qu'ensuite qu'on se définit par nos propres choix. On est littéralement une page blanche, le pur produit de notre histoire et de notre éducation. Et pour rendre ça très concret et spectaculaire, il suffit de regarder les travaux de Lucien Malson sur les enfants sauvages, comme le très célèbre Victor de l'Aveyron. Ces cas historiques dramatiques, où des enfants ont grandi totalement coupés de tout contact humain, nous prouvent une chose dingue. Sans cette fameuse culture, un humain ne développe absolument aucune des caractéristiques qu'on croyait pourtant innées. Pas de langage, pas de marche bipède spontanée, pas d'empathie. Sans culture, on perd tout ce qui nous rend reconnaissables. Notre seule nature, au final, c'est de ne pas en avoir et d'avoir cette immense capacité d'adaptation. Voilà qui nous amène à la réflexion finale de ce décryptage. Toute cette aventure qu'est la culture, c'est finalement un combat continu pour dépasser notre biologie initiale. Si au fond, notre seule véritable essence, c'est cette faculté incroyable à nous réinventer sans cesse, à repousser l'inné par l'acquis, alors la question n'est plus de savoir d'où l'on vient. La vraie question devient, puisqu'on est les seuls et uniques architectes de notre réalité, quelle valeur, quelle société allons-nous choisir de construire demain ? La page est blanche, c'est à nous de l'écrire.